Plusieurs personnes qui se connectent. D'accord, ok, on va commencer. Alors, bonjour à tous. J'espère que ça fonctionne bien. Tout le monde m'entend. C'est assez déstabilisant comme situation parce qu'on ne sait pas trop qui est là et qui n'est pas là. Alors, en plus, il y a des personnes qui viennent me parler. Alors, alors, je ne sais pas si les gens qui m'écoutent me connaissent ou pas spécialement. Alors, il faut savoir déjà que ma candidature, donc je m'appelle Ariane, j'ai 24 ans. J'ai fait des études en lettres modernes et en sociologie de la culture à Avignon. J'ai terminé mes études il y a 1 an et en fait, j'ai écrit un mémoire sur les créatifs culturels, qui est aujourd'hui un livre, enfin, j'ai pu publier mon mémoire universitaire aux éditions Yves Michel, qui est donc aujourd'hui ce livre, voilà, qui s'appelle Les créatifs culturels, l'émergence d'une nouvelle conscience, regard sur les acteurs d'un changement de société. Alors, pourquoi je parle de mon livre il faut savoir que si je me suis inscrite sur la primaire.org, c'est parce que j'avais, on va dire, déjà un peu... parce que j'avais un contenu, en fait. Le fait d'avoir travaillé sur ce sujet en rapport avec les créatifs culturels, ça m'a permis finalement d'étudier des sujets très varié, de m'intéresser à tout ce qui touche à l'alternatif, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'économie, etc. Donc, le fait d'écrire ce texte m'a vraiment permis d'avoir une vision d'ensemble globale et de pouvoir en fait savoir quoi dire et quoi rédiger en fait dans les articles qu'on nous demande d'écrire et dans le programme entre guillemets qu'on nous demande de faire en fait, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu balayer un peu les thèmes que je développe dans mes articles sur Medium et que je développe donc dans ma candidature. Pour bien se situer un petit peu dans l'univers dans lequel je suis, bon, vous devez connaître le film Demain, des films comme Enquête de sens, voilà, où bon, moi je suis complètement dans une vision, on va dire, le monde des alternatives, ce qu'on appelle les alternatives au sens large. Donc, c'est tout ce qui touche au changement de paradigme, ce qu'on appelle le nouveau paradigme, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas trop ce que vous attendez de ma part. Bon. Donc, je vais déjà développer un petit peu la vision globale. Pour moi, c'est important en fait comment dire. En fait, il faut comprendre qu'il y a une vision générale dans ce que je développe qui en fait imprègne toutes les thématiques, toutes les grandes thématiques que j'aborde ensuite dans ce que j'écris, dans ce que je fais, etc. Alors l'idée générale, on va dire, c'est que bon, aujourd'hui, on a des centaines de millions de personnes partout dans le monde qui en fait ont décidé de lutter contre, mais d'aller vers un nouveau modèle de société. Aujourd'hui, on est dans un système de société qui est pyramidal, donc il faut se représenter effectivement une pyramide, hein. Je ne vais pas le faire, mais bref. Une pyramide avec des rapports de pouvoir, avec une société qui est pyramidale, qui est hiérarchique, avec beaucoup d'inégalités au niveau du partage des richesses, etc. etc. Justement, tout propos des créatifs culturels et de tout ce qui touche aux alternatives citoyennes, etc., c'est d'aller vers une société où justement on va vers plus de coopération, une nouvelle relation, c'est une nouvelle vision du monde en fait. Donc une nouvelle
façon de considérer les rapports humains, les relations humaines, la place de la nature aussi dans le monde. Donc voilà, une reconsidération de l'humain, de l'écologie, voilà. Donc des relations de flux, voilà, des choses comme ça. J'ai regardé un petit peu Facebook où ça en est. Ok. Donc ça, c'est un petit peu la vision générale. La vision générale, donc voilà, l'idée aussi que donc, bon, en deux mots, les mots-clés, c'est l'écologie, la solidarité, la capacité aussi de chaque personne à se réaliser en tant que citoyen, en tant qu'humain, en tant qu'individu. Voilà, donc bon, je vais un petit peu rentrer dans les détails sur chaque thématique. Ok. Alors, donc par exemple, on va commencer par, là je suis en train de regarder les articles Medium que j'ai écrits. Voilà. Alors, donc je vais un petit peu lire en fait ce que j'ai écrit sur mes articles Medium. Donc déjà, ce qui est important dans tout propos que je tiens, c'est déjà qu'il faut comprendre que on arrive, aujourd'hui, il y a une vraie urgence au niveau écologique, climatique, et que les ressources naturelles sont finies. Enfin, on arrive finalement au terme des ressources naturelles, etc., etc. Donc, il y a un vrai besoin de prendre en considération tout ce qui touche à l'écologie au sens large. Donc voilà, alors par exemple, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai écrit. Donc déjà, quelque chose qui est important, c'est d'éduquer à une conscience biosphérique. Donc déjà, ça passe par quoi éduquer à une conscience biosphérique? Ça passe déjà par l'idée de changer les messages véhiculés par la société de consommation. Donc tout ce qui touche par exemple à la publicité, donc voilà, la publicité, je vais lire ce que j'ai écrit. La publicité a pour objectif de manipuler nos choix, nos valeurs, nos comportements. Elle a une forte influence sur tout un pan de la population et particulièrement sur les enfants. Le matraquage publicitaire des multinationales nous encourage à acheter toujours plus leurs produits. Ces multinationales sont une des causes les plus importantes de la destruction de l'environnement. Il est important de cesser de les soutenir. Alors, par exemple, voilà. Donc, par exemple, notamment tout ce qui touche à la consommation. Donc, pour la consommation, par exemple, je reviens là-dessus, en fait. Ça va être encouragé, donc tout ce qui touche à les produits bio, le local, tout ce qui est issu du commerce équitable, donc des marques écossaires, coopératives bio, Fairtrade, etc. Encourager donc chaque citoyen aussi à boire. Voilà, donc pour la consommation, ça va être en fait bon, ce que je défends, bon, les personnes qui me connaissent savent ce que je souhaite faire passer comme message. Mais l'idée, c'est vraiment que chaque personne en fait soit responsable du devenir d'une part de la planète, mais aussi de la société et de eux-mêmes en fait. Donc c'est pas l'État qui va apporter des réponses, c'est évidemment, enfin, c'est assez étrange parce que voilà, l'idée c'est vraiment d'encourager chaque personne individuellement, au niveau individuel, à agir en fait. C'est vraiment et pour moi ça passe notamment cette prise de conscience. C'est ça en fait. Moi ce que je veux défendre dans mon candidature, c'est faire prendre, c'est éveiller, je dirais, une conscience individuelle et collective. Donc cette prise de conscience, ça passe déjà notamment par beaucoup de communication en fait. C'est-à-dire quel message on véhicule dans la société, déjà d'une part. Ça c'est un choix politique par contre, c'est plus ou moins quand même
qui peut être prise au niveau de l'État. Donc voilà, changer l'état d'esprit collectivement. Et voilà, donc je reviens à ce que je disais, donc pour la consommation, ça va être vraiment d'encourager vers une consommation éthique, responsable, bio, etc. Et encourager le boycott de certaines multinationales capitalistes qui effectivement détruisent, exploitent l'humain et détruisent la planète. Donc concrètement, c'est les actions de communication. Donc comment ça pourrait... moi, je crois beaucoup à l'idée de créer des espaces en fait physiques. Ça existe déjà, tout ce que je développe, ça existe déjà. Il s'agit juste que ça devienne la norme en fait. Et de démocratiser un peu des pratiques émergentes. Donc, comme je le disais, je crois beaucoup à créer des espaces d'information et d'expression, de créativité, où les citoyens en fait peuvent venir peuvent s'enrichir en fait, découvrir, comprendre en fait, enfin, des lieux d'éducation, en fait, d'éducation populaire finalement. Donc, comprendre finalement pourquoi est-ce qu'on incite à manger bio, local, etc. C'est vrai. Enfin, que les gens comprennent en fait les enjeux et ce que ça signifie, en fait, quel impact ça a sur le monde en fait finalement. Pour la consommation, on est aussi sur encourager l'économie collaborative, l'économie circulaire aussi, l'économie du don, du partage. Bon, ça, encore une fois, c'est des qui s'appliquent au niveau local et qui peuvent être encouragés au niveau national. Ok, donc ça c'est pour la consommation. Je reviens sur l'éducation. Donc là, l'idée, ça va être dans les écoles publiques tout ce qui est les pédagogies alternatives, les écoles démocratiques, les pédagogies Steiner, Montessori, Freinet, etc., qui vont justement en fait la libre expression et la créativité de l'enfant. La capacité d'initiative, d'autonomie. Maria Montessori, qui est une des grandes pédagogues du XXe siècle, elle parle elle dit, son credo, c'est aide-moi à faire seul. Voilà, on est vraiment dans cette idée du do it yourself aussi, et de cette idée justement de responsabiliser les enfants, les jeunes, etc. Voilà, apprends-moi à faire seul. Voilà, valoriser donc le lien à la nature, la coopération plutôt que la compétition, etc. Donc, on a un livre là, qui vient de sortir de Céline Alvarez, où justement elle a justement toutes ces questions-là. Le titre est très bien choisi, ça s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Ce que je développe dans ma candidature, c'est vraiment lié aux lois naturelles, en fait. C'est dans l'éducation, dans le travail, etc. C'est-à-dire respecter en fait les rythmes naturels, le développement naturel de l'humain, en fait, des individus. Je pense que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette société en fait ne respecte pas d'une part les rythmes, mais aussi non plus la psychologie, tout ce qui est l'interpersonnel. Je dirais ce n'est pas respecté en fait. On est dans des systèmes qui sont figés, que ce soit au niveau de l'éducation, du travail, où voilà, c'est pas naturel. Justement parce qu'on est dans une logique du productivisme et du profit, de la rentabilité, etc. Donc l'idée vraiment, c'est déjà de ralentir et d'aller vers un épanouissement collectif, global, qui prend vraiment en considération la nature et la singularité aussi. Ça, c'est important. La singularité de chaque personne. Donc, je reviens sur l'éducation. Donc, voilà, ça va être mettre au sein des écoles publiques, et ça se fait de plus en plus, de valoriser des pratiques alternatives qui, justement, vont permettre à l'enfant, en fait, ou aux jeunes,
déjà se questionner aussi sur ce que lui veut faire de sa vie déjà, aussi, et de valoriser la prise d'initiative, l'autonomie, etc. Je vais en parler après, mais dans le travail, c'est exactement les mêmes pratiques qui sont développées. Donc voilà, je reviens sur l'éducation, donc ça va être vraiment l'idée de vraiment favoriser aussi la paix intérieure avec des approches comme le yoga, la méditation, le lien à la nature, les activités artistiques aussi. Développer tout ce qui est vraiment la culture, l'art, des pratiques en fait qui vont réduire le stress, encourager la bienveillance, la tolérance, réduire les violences et permettre une harmonie en fait au niveau de l'individu. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect de l'éducation. Alors le travail. Le travail, j'ai rédigé d'ailleurs mon article Medium sur le travail cet après-midi. Alors le problème du travail, bon. Alors le travail aujourd'hui, on parle plus. Enfin, travail, c'est un terme qui est bon, déjà étymologiquement, travail, ça signifie labeur, au sens de la souffrance en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent mal leur rapport au travail. On parle beaucoup de plein emploi, etc. Bon, moi, moi, ça ne me parle pas. Déjà, le terme plein emploi, ce n'est pas des concepts que j'ai en moi. Ce que je veux vraiment valoriser, c'est le travail, oui, mais quel travail? Quel travail? Pourquoi? Et pour répondre à quel besoin, déjà? Répondre à quel besoin? Produire quoi? Enfin, c'est bête, hein, mais c'est des questions de base, en fait. Donc, aujourd'hui, le problème, notamment avec les entreprises multinationales, etc., c'est que, bon, déjà, le travail, d'une part, pour beaucoup de personnes, toute classe sociale confondue, je dirais, on a une déshumanisation du travail au nom du profit, au nom de la rentabilité, etc. Dans les derniers mandats, au Royaume-Uni, d'emplois indépendants. Or, aujourd'hui en France, quand vous êtes indépendant, c'est la galère. Entrepreneur, il y a un moment où vous atteignez le plafond en termes de chiffre d'affaires, vous passez en entreprise indépendante, vous changez plusieurs fois de statut, à chaque fois que vous changez de statut, vous perdez une partie de vos droits. Et à tout moment, vous payez très cher une protection sociale, le RSI, qui vous protège mal. C'est un important de votre campagne. Vous avez parlé que vous supprimez les emplois aidés, comme je le donne. Je ne supprime pas brutalement à les déteindre. Pourquoi? Parce que je crée des opportunités dans le travail indépendant. J'espère qu'on peut en parler en créant un statut général du travailleur indépendant et en transformant la protection sociale par la ligne qui est l'avenir dans l'emploi indépendant. J'entends un petit peu parce que là, j'entends c'est assez compliqué à gérer. Alors là, il y a le texte. Les 35 heures, mais on va voir les modalités. Le texte, parce que là, j'entends des sons. Faut que tu coupes le son des personnes qui arrivent. Ok, je vais couper le son des personnes qui arrivent. Ok. Ok, là, je crois que c'est bon. Je viens de voir le chat, en fait. Ok, je vais reprendre sur le travail. Donc voilà. Alors moi, ce que je défends sur le travail, c'est qu'il faut vraiment sortir. Il faut aller vers un travail qui a du sens. Donc aujourd'hui, bon, dans ma candidature, je parle beaucoup de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, alors l'entrepreneuriat social, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à des besoins artificiels, comme le font beaucoup d'entreprises, des multinationales aussi, comme le font beaucoup d'entreprises d'aujourd'hui, on va répondre à un besoin de société, un besoin que ça soit un besoin de société, que ça touche à l'environnement, l'éducation, la santé, la culture, etc. Donc
l'entrepreneuriat social, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est en pleine expansion, notamment chez les jeunes, effectivement, mais pas que. Je vais donner on a Ashoka, par exemple, quelques exemples. Ashoka, qui est un petit peu leader mondial, Make Sense, Ticket for Change, etc., qui justement sont des organismes qui valorisent l'entrepreneuriat social. Alors, on est un petit peu dans un entrepreneuriat social, souvent, bon, même l'économie sociale et solidaire, on a tendance, en fait, on avait tendance, aujourd'hui c'est moins le cas, à opposer en fait le social et l'économique. L'idée de l'économie sociale et solidaire, c'est de justement rallier les deux. Donc, vraiment développer, répondre à des problèmes sociaux et environnementaux, etc., tout en ayant en fait un modèle économique qui soit viable, pérenne et voilà. Donc on est vraiment dans je dirais dans une logique d'économie classique en fait, mais avec d'autres enjeux. Voilà. Donc l'idée là, ça va vraiment être de valoriser tout simplement toute cette ingénierie, toutes ces nouvelles pratiques. Voilà, c'est-à-dire, faut vraiment comprendre, il faut vraiment se demander à quelle société on veut contribuer. Est-ce que je veux contribuer à une société qui justement valorise l'humain, la nature, etc., en rejoignant. Il faut vraiment se rendre compte que nos choix, que chacun de nos choix a un impact, mais qui est énorme en fait. De toute façon, on va vers ça, hein, c'est inévitable. Il faut savoir que quand on soutient une entreprise sociale ou une association qui est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, déjà d'une part, on valorise tout ce qui est l'économie locale déjà. On valorise, voilà, c'est valoriser finalement tout ce qu'il y a de meilleur en fait finalement dans la société. Aujourd'hui, c'est plus possible de se diriger vers des entreprises qui en fait détruisent la santé mentale, physique des gens et en plus l'écosystème dans lequel on vit. Donc voilà, ça va vraiment être l'idée de promouvoir en fait un travail qui a du sens, que ça soit pour aider les autres, c'est juste le bon sens en fait. Promouvoir les arts, la culture, des métiers qui vont dans ce sens-là. Alors je vais continuer avec l'entrepreneuriat social. Il y a autre chose aussi qui est important, c'est l'intrapreneuriat social aussi. Donc l'intrapreneuriat social, donc là je viens de poster un article aussi là-dessus, sur mes articles Medium. L'intrapreneuriat, c'est vraiment l'idée d'innover et de répondre en fait à des problématiques sociales, environnementales, etc., au sein des entreprises. Donc, on parle beaucoup de greenwashing, etc. Par exemple, Coca-Cola fait de l'entrepreneuriat social, Danone aussi, etc., etc. Mais ce qui est intéressant dans l'intrapreneuriat social, par exemple, au niveau des PME, c'est qu'on va valoriser en fait la capacité d'initiative, aussi la responsabilité de chaque des salariés en fait. Et ça, c'est important en fait que les entreprises, il y a d'une part le boycott, je parlais de boycott tout à l'heure. On va arrêter d'acheter du Coca. Bon, je dis Coca parce que c'est un petit peu le grand truc, mais c'est bien plus global. Voilà, essayer de boycotter certains produits. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait de créer de l'innovation sociale au sein des entreprises. Voilà. Donc les entreprises capitalistes, entre guillemets, les multinationales, évoluent aussi. Et c'est important aussi que les salariés au sein même qui travaillent aujourd'hui dans ces entreprises-là puissent en fait soutenir des initiatives qui vont dans le sens d'un respect de l'homme et de la nature. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui dépend en fait de chacun de nous. Donc l'État en fait, quel est le rôle
du gouvernement, en fait, dans ce genre de pratique-là, je pense que ça va véhiculer de nouveaux messages, en fait. Clairement, pour moi, c'est un peu la base, en fait, les messages qu'on véhicule, quoi, en tout point. Enfin, je veux dire, que ce soit dans des publicités, que ce soit dans la rue. Enfin, aujourd'hui, on reçoit énormément d'informations tous les jours qui justement vont valoriser le capital, etc., etc. Il faut que ces messages-là changent, en fait. Ça s'imprègne tellement en nous, en fait, que il suffirait en fait qu'on change un petit peu le discours pour que les mentalités soient aussi en fait changées. Donc sur le travail, donc je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit. Alors, encourager chaque individu à créer sa propre activité, une activité qui correspond à ses talents, à ses passions aussi, on va le dire. Aider, accompagner, soutenir personnellement chacune de ces personnes à proximité du lieu où elles vivent. Ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que en fait, on se rend compte que le travail, en fait, n'est plus réduit au simple emploi, mais ça devient finalement notre, comment dire, ça donne un sens à notre vie, en fait. C'est ça. Il y a un très beau livre qui s'appelle Théorie U, que je suis en train de lire, qui parle du management, justement, de nouveaux modes de management. Et Otto Scharmer, dans ce livre-là, il pose la question, quel est mon travail? Et il met une majuscule à travail. Et je pense que, justement, il faut redonner, en fait, finalement, ces lettres de noblesse, finalement, au travail. Que le travail, en fait, redevienne une activité émancipatrice, créative, où en fait chaque individu trouve sa place, trouve la place qui est la sienne. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a une place qui est très précise. Tout le monde n'est pas entrepreneur. On n'est pas obligé de créer sa boîte. Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui ont la flamme entrepreneuriale, qui ont envie de créer leur projet, qui ont une vision, qui vont en fait, et qui souvent en fait ne peuvent pas exprimer le projet qu'ils aimeraient faire pour eux, pour leur vie, pour le monde. Parce qu'ils se sentent justement, on va dire, bloqués justement par... ils subissent en fait leur travail. Tout le monde n'est pas entrepreneur, comme je le dis. Et c'est pour ça que trouver sa place, c'est se rendre compte, est-ce que j'ai envie de contribuer est-ce que j'ai envie de rejoindre un projet? Est-ce que j'ai envie de créer un projet, etc. etc. Des questions comme ça qu'on ne se pose pas forcément et qui pourtant sont capitales en fait. Donc je disais, voilà, quel est redonner en fait du sens au travail, où en fait, donc le travail, redonner du sens, c'est ce que je disais, que le travail redevienne en fait une source d'émancipation, où on puisse en fait cultiver aussi la forme d'intelligence qui est la nôtre. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant, et je voudrais revenir 2 mots sur l'éducation, c'est la théorie des intelligences multiples, il faut taper ça sur Google, où on se rend compte qu'en fait aujourd'hui on valorise qu'une seule forme d'intelligence, qui est finalement l'intellect, en fait, c'est-à-dire tout ce qui est les activités plus intellectuelles. On voit aujourd'hui être cadre, en fait, finalement, quand on est cadre, on gagne plus d'argent que quand on est jardinier ou ouvrier. Il y a un mépris, en fait, aujourd'hui en Occident de tout ce qui touche tout ce qui est, en fait, les activités manuelles, en fait. Donc, finalement, alors que ça relève aussi d'une intelligence qui est pas la même que celle qui est exploitée dans les métiers de cadre, etc. etc. Ok, donc les intelligences multiples, le travail, voilà. Je continue là-dessus. Donc, valoriser tout ce qui est les entreprises libérées. Il y a un très beau documentaire qui s'appelle Le bonheur au travail, qui est sorti en 2014, où on exprime vraiment c'est quoi les entreprises libérées,
Donc, une entreprise libérée, bon, il faut se renseigner après sur le sujet, j'en parle aussi dans mon bouquin. C'est tout ce qui va être finalement les entreprises où on reconsidère c'est pas où il n'y a pas de hiérarchie, mais disons la hiérarchie est beaucoup plus souple. Comment favoriser l'autonomie, la responsabilité, la créativité des salariés, les prises de décision participatives, etc. Donc, alors là, on a quelqu'un qui a pas été inscrit. Voilà, merci. Non, c'est pas bon. Ok, si c'est ok. Donc finalement, on se rend compte que les entreprises avec moins de hiérarchie, plus d'autonomie, de responsabilité des employés, de créativité, ça rejoint en fait le même discours que les pédagogies alternatives. Donc Steiner, Montessori, etc. On est vraiment dans la même approche où en fait on met vraiment la singularité de la personne, son talent unique, sa créativité, sa capacité aussi à prendre des décisions, à être autonome et responsable. Voilà. C'est-à-dire ne plus être finalement bêtement passif, c'est redevenir acteur en fait. Autant au niveau du travail que de l'école, c'est redevenir acteur de ce qu'on fait en fait, prendre en main et ne pas être passif. Alors, je continue de lire un petit peu ce que j'ai écrit. Voilà, sur le travail, c'est vraiment réinventer son métier, innover en fait, vraiment. C'est l'idée. Ensuite, ok. Alors, sur le travail aussi, sur la gouvernance en fait, je vais parler de la gouvernance. Aller en fait vers de nouvelles manières de concevoir la gouvernance. Aller vers une gouvernance qui est plus partagée. Bon, ça c'est ce que je disais au début, avec un fonctionnement qui est pyramidal, qui n'est pas pyramidal, qui valorise d'autres types de gouvernance horizontale, participative. Voilà, on parle beaucoup d'holacratie, de sociocratie, etc. Où justement, on n'est plus dans un système, on n'est pas dans un système qui est ni pyramidal, ni patriarcal. Ça, c'est un vrai problème aussi, j'en ai pas parlé, mais la question du patriarcat aussi, qui pose problème en Occident. Au niveau de la gouvernance, donc, encourager l'autogestion dans les structures, organismes, institutions, villes, avec un co-leadership éclairé. Par exemple, dans les villes, les décisions sont prises et gérées par les habitants. Ils délibèrent ensemble lors de réunions publiques ou organisent des assemblées contradictoires. Ça, c'est tout ce qui est vraiment la reprise en main aussi de la chose publique par les citoyens, comme c'était le cas en fait, à Athènes, durant l'Antiquité, en fait, dans l'Agora. Alors, l'argent ensuite. Donc là, je développe tout ce qui est finalement les monnaies locales complémentaires. Encourager les citoyens à rejoindre des banques éthiques comme la NEF, leur expliquer avec précision pourquoi, comment, dans quel but. Alors, donc ce sont des banques en fait qui sont radicalement différentes des banques classiques et qui s'écartent totalement en fait des circuits spéculatifs et se donnent pour unique mission de financer des projets sociaux, environnementaux, culturels, de l'économie réelle. C'est capital. Ça, c'est encore une fois, c'est des choses qui sont capitales et finalement, bon, tout ce que je développe dans mon programme, entre guillemets, comme je le disais, c'est pas l'État qui peut s'en emparer, ce sont les citoyens, ce sont les collectivités, les entreprises, etc. Mais l'État, ceci dit, peut jouer un rôle, notamment, comme je le disais, au niveau des messages véhiculés et notamment aussi au niveau des initiatives qui sont mises en place, en fait, tout simplement. Par exemple, sur l'éducation, le fait d'insérer des pratiques
des pratiques alternatives au sein des écoles publiques, ça c'est tout à fait, c'est un choix en fait, c'est un choix qui est fait ou non par le gouvernement. Donc sur l'argent aussi, bon, un revenu de base conditionnel pour tous. Le revenu de base, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme je le disais aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup trop de gens perdent leur vie à la gagner. Bon, ça, c'est un grand classique. Le revenu de base, en fait, ça permet de s'assurer, de répondre aux besoins, à ses besoins vitaux, en fait, c'est-à-dire se loger, se nourrir, la base, en fait. Donc voilà, le revenu de base, ça permet en fait de sortir de l'inquiétude que nombreuses personnes peuvent ressentir au niveau du travail. Et justement, une fois qu'on a par exemple, je sais pas, 1000 € qui tombent tous les mois comme ça, sans avoir à se fatiguer pour faire des demandes, etc. De libérer l'individu, en fait, de libérer l'homme de ce poids en fait qui est de gagner sa vie. Et justement, à partir de là, on peut agir sans se demander est-ce que je vais bien gagner de l'argent à la fin du mois, etc. Donc justement, agir en fonction de ses motivations intrinsèques. Ce qui est vital en fait, c'est que les personnes choisissent un travail, ne subissent pas un travail, mais le choisissent, le désirent, et qui correspondent en fait à leur motivation intrinsèque. Et c'est ça qu'on retrouve finalement dans les entreprises libérées, dans l'entrepreneuriat social, dans l'économie sociale et solidaire. Non seulement en fait, on va répondre à des besoins, des problématiques de société, mais on va aussi vraiment animer une flamme chez les personnes en fait. C'est-à-dire que ça permet de donner du sens en fait à la vie tout simplement. Animer une flamme chez les personnes pour qu'elles puissent réaliser vivre leur potentiel en fait. Voilà. Et le revenu de base, ça participe complètement à cette idée de sortir d'un salariat qui est subi en fait. Donc sur l'argent, je continue là-dessus. Je vais lire ce que j'ai écrit. Encourager une culture de la philanthropie et du mécénat. Encourager les riches à redistribuer leur richesse. Ça, c'est la philanthropie, il faut savoir que ça se développe de plus en plus, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des particuliers. C'est quelque chose qui se développe beaucoup depuis ces dernières années. Voilà, rendre l'accumulation des richesses totalement dépassée dans l'imaginaire collectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aime bien cette notion d'imaginaire collectif. C'est ce qui crée, en fait, finalement, c'est un peu le ciment de tout ce qui émerge, de tout ce qui existe. Voilà, l'imaginaire collectif, changer les représentations. Et ça passe vraiment par, je dirais, voilà, c'est une révolution de l'esprit, en fait. Clairement, c'est une transformation de nos modes de pensée, en fait, qui va en fait influencer, en fait, quand on change de façon de penser, on change nos actions et nos actions ont un impact sur le monde. Donc il faut arrêter de se dire que l'esprit est opposé à la matière. Donc matière, j'entends l'économie, la finance, etc. Des choses tangibles. Justement, il faut vraiment comprendre que les deux sont intrinsèquement imbriqués et que en changeant en fait concrètement, par exemple, en valorisant les entreprises libérées, etc., on va changer le regard que les gens portent sur le travail, sur l'entreprise, etc., et vice-versa. C'est-à-dire que plus les personnes vont changer leur regard sur le travail, sur l'éducation, sur leur santé, sur leur façon de consommer, et ben les gestes, les actions des personnes vont se transformer et vont avoir un impact sur
sur ce qu'on voit en fait autour de nous visuellement, physiquement, c'est-à-dire les entreprises qui aujourd'hui clairement créent, donnent le tempo, donnent le ton, et sur les institutions, etc. etc. Donc, il faut vraiment comprendre que les deux sont complètement liés. Ok. Ok, là on a une question. Alors, revenu de base, combien? 1 000 € par personne pour tout le monde. Question complexe, si chacun est propriétaire d'un changement. Alors, pour revenir sur le revenu de base, combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est idéalement, oui, idéalement le plus possible, hein, clairement. Effectivement. Mais je pense que c'est une vraie question. Il faut se rapprocher du MFRB, qui est un petit peu voilà, le mouvement français pour un revenu de base qui questionne beaucoup sur ce sujet-là. Ok. Donc sur l'habitation, le logement. Donc là, donc on va toujours dans le même sens. Le sens qui est d'aller finalement vers à la fois. En fait, l'écologie, elle est au centre de tout ce que je développe, que ce soit dans l'habitation, l'agriculture, etc. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on peut pas faire autrement, en fait. C'est-à-dire que, en fait, il faut intégrer les notions d'écologie, de développement durable, etc., de prise en considération de la nature, etc., dans toutes les questions de société, au cœur de tout, en fait, finalement, parce que d'ici quelques années, en fait, ça ne sera plus possible, en fait, de continuer sur le modèle qui est présent aujourd'hui. C'est pour ça que au niveau de l'habitation, aujourd'hui, on a énormément on va vers de nouveaux logements, en fait. Une nouvelle façon déjà de vivre le logement. Là, il faut beaucoup s'intéresser, par exemple, à tout ce qui est les habitats groupés, où on va vers une habitation qui est respectueuse finalement de l'environnement et qui va encourager finalement le lien social, le melting pot aussi intergénérationnel, etc. etc. Ok. On a aussi beaucoup de mouvements qui existent où en fait les gens vont construire eux-mêmes leur maison. En fait. Ça, c'est des choses qui se développent beaucoup. Le mouvement des castors, des choses comme ça. On a des chantiers en fait créatifs, conviviaux, etc., où chaque personne va pouvoir en fait construire sa maison avec des matériaux écologiques ou recyclables à faible empreinte. Donc, que ça soit, par exemple, aujourd'hui qui créent leur maison avec des matériaux recyclables, avec des bouteilles, du plastique, etc., des choses comme ça. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment aussi dans le do it yourself, c'est-à-dire fais-le toi-même. L'idée, c'est vraiment d'être autonome et je dirais de dépendre le moins possible du système, en fait, et de créer un système alternatif. Je vais lire un petit peu les commentaires. Voilà, d'aller vers quelque chose comme ça. Qui porte le changement? Chacun. Je lis ce que vous écrivez. Alors, qui porte le changement? Chacun des 45 millions d'adultes individuellement ou les institutions de l'État qui dispatchent sur le mode pyramidal? Tout le monde porte le changement, en fait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est au niveau je dirais, des citoyens, de la société civile, ce que je vais appeler la société civile, mais aussi au niveau
au niveau des institutions, des entreprises, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une dynamique, bah, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'on a une dynamique générale qui est mondiale, et aujourd'hui, vraiment, c'est qui va justement vers un nouvel état d'esprit collectif. Et aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Où en fait, on replace l'humain au centre, mais l'humain n'est plus séparé de la nature, en fait. C'est vraiment une complémentarité entre l'homme et la nature. Voilà, mais c'est pas bon. Je vous invite à regarder mon site internet arianevitalis.com, où je détaille un petit peu tout ça en détail. C'est difficile de pas trop savoir quel est le public, en fait, qu'est-ce que vous savez du sujet ou de ce que je développe ou pas. Donc, je sais pas trop à quel public je m'adresse, donc c'est un peu difficile de parler en conséquence, en fait. Ok. Voilà. Alors ça, c'est un grand sujet. On parle beaucoup de Monsanto, etc., Bayer, etc. Donc déjà, les semences appartiennent au domaine public. Les entreprises comme Monsanto n'ont aucun droit dessus. Ça, c'est évident. Donc encourager les agriculteurs à cultiver une agriculture 100% biologique, sans OGM, sans pesticides. Encourager l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie, etc. Donc là, on est vraiment sur... je dirais sur la santé, en fait. C'est-à-dire que, c'est juste le bon sens, quoi. Est-ce qu'on a envie de... On se dit souvent que le bio, c'est pour... on associe souvent le bio à quelque chose de beau, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, manger bio aujourd'hui, c'est clairement... je veux dire, c'est... Enfin, je veux dire... ça devrait être la norme, en fait. Enfin... Ah oui, alors il y a des questions sur YouTube, apparemment. De quelle façon envisages-tu de fédérer tous ces gens de bonne volonté? Ok, oui, et ben en fait, ils sont déjà là, hein. Ils sont des millions, ils sont déjà en train de s'activer, en fait. Donc ils sont déjà fédérés, en fait, tous ces gens. Il suffit juste, en fait, je dirais, d'allumer la flamme chez ceux qui n'y sont pas encore. Mais le mouvement, le mouvement, entre guillemets, il est là et il est mondial, il est notamment en France, il est très développé, de gens qui en fait s'activent et n'attendent pas l'action des politiques ou des entreprises ou de qui que ce soit pour penser les maux du monde, penser au sens de guérir, en fait. Voilà. Donc tout ça, tout ce dont je parle, ça existe déjà et c'est très présent. Alors, bonsoir à tous. Au vu de l'ampleur du chômage technologique et de la précarisation de l'emploi, comment envisages-tu la mise en avant du tiers secteur au sens entendu par Jérémy Lifkin? Tu y as peut-être déjà en partie répondu. Comment j'envisage la mise en avant du tiers secteur? Bah, comme je disais, en fait, déjà, c'est beaucoup de communication au niveau, des écoles, au niveau des entreprises, au niveau de ce qu'on véhicule comme message dans la société. En fait. Pour moi, c'est un petit peu finalement la base, en fait. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Tu t'en sors bien, pas de souci. Encourager les AMAP, bah oui, bien sûr. Effectivement, on dit que le bio c'est cher, etc., mais il y a vraiment des alternatives aussi. Notamment, effectivement, les AMAP, les paniers bio, etc., les circuits courts où on va pouvoir en fait avoir des aliments
directement sorti du producteur au consommateur sans passer par 10 000 des circuits courts en fait qui vont réduire les coûts aussi. Voilà. Okay. Donc voilà, je parlais de la permaculture, etc., etc. Donc encore une fois, là, c'est revenir aussi à la norme, entre guillemets, à la norme au sens de ce qui est naturel, c'est-à-dire ce qui se fait naturellement, en fait. Sensibiliser les citoyens de tous âges à la nécessité de protéger la nature, l'environnement, les écosystèmes, la biodiversité. Ça urge, vraiment. Voilà, donc là, je développe tout ce qui est aussi les potagers urbains, végétaliser aussi les villes, encourager l'autonomie alimentaire. Bon, effectivement, bien sûr, tout le monde ne peut pas être autonome, tout le monde ne peut pas cultiver, avoir son petit potager, tout ça, mais c'est quand même, je dirais, c'est important d'aller en fait vers plus d'autonomie, comme je le disais, au niveau aussi alimentaire et au niveau énergétique aussi. Alors pour l'énergie, je vais parler un petit peu de Enercop, mais aussi ce qu'on appelle aussi l'Internet de l'énergie. Alors ça, c'est Jeremy Rifkin qui a développé ça. On va vers ça, en fait, beaucoup à l'avenir. On va vers une énergie qui sera pas centralisée, en fait, mais qui va être décentralisée, notamment grâce à Internet. Alors, le rôle d'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la connectivité, c'est quelque chose qui est important, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'Internet de l'énergie, en fait, chaque personne va pouvoir produire lui-même chez lui sa propre énergie, son énergie, en fait, de la manière qu'il le souhaite. Donc, idéalement, des énergies vertes avec le solaire, l'éolien, la géothermie, etc. Et le redistribuer, en fait, de façon transversale par un Internet de l'énergie. Donc, on est vraiment sur un fonctionnement peer-to-peer, en fait. Donc là, il faut voir aussi mes articles Medium où j'ai mis pas mal de vidéos assez pédagogiques qui montrent un petit peu concrètement qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui se fait déjà partout dans le monde, en France notamment beaucoup. À Grenoble notamment, on a le développement de ça, de ce qu'on appelle l'Internet de l'énergie. Donc voilà, beaucoup de vidéos où j'explique un petit peu concrètement qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Donc, comme je disais, là, sur l'énergie, on est aussi dans une idée d'autosuffisance. Voilà, de ne pas contribuer à un système qui fait du mal, clairement. Enfin, du mal qui tue, en fait, clairement, qui détruit. Clairement. Donc, au niveau de l'alimentation, donc voilà, valoriser acheter local, faire son potager, je vais arrêter avec ça. Et valoriser par exemple les jardins partagés, etc., rendre plus simple les démarches aussi. Mettre en place aussi des potagers urbains dans les villes. Ça, c'est important aussi. L'open source au niveau alimentaire, c'est-à-dire on a tout le mouvement des incroyables comestibles aussi qui est très intéressant. Qui marche très bien d'ailleurs en Angleterre. Bon, en France, c'est développé aussi, mais en Angleterre, on a en fait des villes qui sont comestibles, quoi, clairement. Et où en fait, d'une part, ça permet à chacun, notamment aux plus démunis, de se servir gratuitement, de pouvoir avoir de la nourriture gratuite. Et aussi de recréer du lien social, c'est-à-dire que quand on fait du potager dans la ville, on recrée du lien en fait. C'est bête, hein, mais c'est des choses simples en fait qui à terme en fait ont un impact énorme en fait sur le rapport qu'entretiennent les gens avec les autres
Et ça valorise en fait des valeurs comme la bienveillance et la coopération. Voilà. Alors qu'en fait, tout ça, on a l'impression souvent que c'est un peu déconnecté d'un propos politique, alors qu'en fait, c'est la base. Enfin, pour moi, c'est vraiment la base en fait. Au niveau des villes, alors, au niveau des villes et des villages, on va en fait aujourd'hui, on va vers une ville qui va être beaucoup plus verte, connectée aussi. Alors là, il y a deux auteurs que j'aime beaucoup, enfin deux auteurs, deux architectes qui sont Jacques Fresco et Vincent Caillebout, qui ont vraiment repensé le design des villes, où en fait on a une forte présence du végétal. C'est-à-dire qu'on va vers une ville qui va être végétalisée, où on n'aura plus cette séparation brutale entre la ville d'un côté et la campagne de l'autre. Donc repenser voilà, le design, l'esthétique des villes. Une ville en fait où justement on aura aussi une végétalisation, mais aussi au niveau des transports, on va aller vers de moins en moins de voitures, déjà, d'une part, dans les centres-villes, dans les centres-villes. En fait, pour laisser, il faut voir à Bogota, on a le maire de Bogota, qui s'appelle Enrique, je me souviens plus son permis. Il faut voir ce qui a été fait à Bogota. Il a fait un TEDx d'ailleurs qui est passionnant. Donc justement, ils ont en fait, ils ont désencombré en fait la ville. Ils ont enlevé on a repensé la ville avec moins de voitures et une plus grande place en fait pour justement les pistes cyclables, les vélos, les trottinettes, etc. Et pour les piétons aussi. Et, et on s'est aperçu en fait que d'une part, ça réduit les violences. C'est comme le potager, hein, ça réduit les violences, ça réduit les incivilités. Et en fait, il faut vraiment se rendre compte que l'esthétique, que le visuel en fait d'une ville ou de quoi que ce soit a un impact énorme sur la psychologie, sur l'état d'esprit, sur le bien-être des gens. C'est pour ça que c'est important que les villes en fait et les lieux soient pensés d'une certaine façon, soit l'importance de la beauté en fait, de la beauté visuellement, de l'esthétique. Voilà. Donc une ville verte qui recrée aussi de l'espace pour le lien social en fait aussi. Je regarde un petit peu Facebook. Okay. Il y a un très beau livre que j'aime beaucoup, qui développe beaucoup. Voilà, je vais vous le montrer. C'est un livre qui a été publié aux éditions Les Liens qui libèrent, qui font beaucoup de livres passionnants. C'est un auteur italien qui s'appelle Stefano Bartolini, que j'ai beaucoup cité dans les articles. Ça s'appelle Pour une société fraternelle. Je vous montre. Là, c'est une réédition chez Pocket. Et il explique, il parle il pose la question des villes aussi. Il faut vraiment lire ce bouquin parce que c'est vraiment une bible. Et il parle de ville relationnelle. L'idée de ville relationnelle, c'est très important parce que aujourd'hui, en fait, les villes ne sont pas relationnelles, sont justement anti-relationnelles. Donc justement, c'est pour ça aussi l'idée de repenser aussi je vais dire le graphisme en fait des villes, pour laisser justement, comme je le disais, à Athènes à l'époque, on avait l'agora, c'est-à-dire sur la place publique, les gens se retrouvaient et parlaient de politique. Aujourd'hui, on a plus de tels espaces. Et ça, c'est problématique parce que les villes n'ont pas été pensées pour, en fait. Voilà. Donc, il faut tendre vers ça.
Voilà, donc pour la végétalisation des villes, on a aussi tout ce qui est les fermes urbaines, les fermes verticales, des choses comme ça qui se développent beaucoup, notamment aux États-Unis, et ça, c'est radical qu'il faut aller vers. Et ça doit être soutenu en fait par l'État, en fait, clairement. Encourager aussi l'exode urbain, repeupler les villages, désencombrer les villes, stimuler dans les villages, stimuler les villages, les rendre vivants, festifs, culturels, valoriser l'entrepreneuriat social et l'agriculture paysanne biologique. Ça, c'est pour les villages. C'est vrai que ce que je développe, c'est pas... Enfin, quand je vois en fait ce que les autres ont développé dans leur candidature, des fois je me dis en fait ce que je développe c'est politique, mais c'est pas politique. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ce sont pas des mesures, que l'État peut. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais effectivement, ce que je développe, c'est les citoyens qui s'en emparent en fait, et qui le font. Après, la question, c'est comment au niveau de l'État on met ça, comment au niveau national on peut arriver à avoir une sorte de... Moi, ce que j'aimerais en fait, c'est un mouvement au niveau de l'État qui a vraiment cette conscience-là de ce que je développe et qui est une vraie, en fait, je dirais, une vraie communication entre le local et qui est une action en fait aussi nationale et donc en fait, ce que je développe, qui peut se faire au niveau local par les citoyens de la société civile, etc., ça soit mis en application, je dirais, au niveau national, en fait, avec une participation aussi du gouvernement. Alors ensuite, au niveau de la santé, donc voilà, là, ça va être plutôt l'idée d'encourager des médecines alternatives, douces, naturelles, vers l'Ayurveda, etc., des pratiques comme ça, qui ont une vision, en fait, des médecines, en fait, qui considèrent autrement notre vision de la santé, en fait, une vision plus holistique, où on va, considérer, en fait, que aujourd'hui, en fait, dans la médecine traditionnelle moderne, on ne prend pas en compte l'individu avec son psychisme, etc. Voilà. Et finalement, il y a tout ce rapport à la chimie, etc. Alors que justement, dans les médecines, je dirais, alternatives, on a en fait une prise en considération de la personne dans sa globalité. En fait. On ne soigne pas juste l'organe défectueux, on le replace dans un ensemble avec le psychisme aussi de la personne. Donc là, c'est une vision voilà, plus holistique, plus orientale aussi de la santé. Voilà, donc dans les hôpitaux, valoriser les médecines alternatives. Voilà. Valoriser aussi des pratiques comme ce que je disais tout à l'heure, le yoga, la méditation, les ateliers d'écoute et d'expression, la créativité, la pratique des arts, du sport, voilà, au sein des institutions, des organismes, des entreprises, etc. Valoriser aussi pour ceux qui le souhaitent une alimentation, enfin, au niveau des écoles et des collectivités, des institutions, etc. Proposer en fait une alternative végétarienne au niveau des cantines, des choses comme ça. On va bientôt clôturer. Enfin, après, je vais voir s'il y a des questions sur ça. Au niveau des médias, donc là, je vais continuer de vous lire là, je suis en train de vous lire mon document Trello, en fait. Donc, changer radicalement le ton des journaux télévisés.
un autre état d'esprit, donc arrêter de sortir un petit peu de la peur et du ton, en fait, changer le ton, clairement. On ne se rend pas compte de l'impact que la télévision, que les grands journaux peuvent avoir, en fait, sur les gens. Alors qu'on est dans quelque chose qui n'est pas... Aller vers une vraie information, en fait, et encourager justement les médias, d'une part indépendants, mais aussi le journalisme, ce qu'on appelle le journalisme constructif, en fait. C'est-à-dire qu'on puisse sortir en fait un petit peu d'une information morose, etc., pour aller justement vers une information qui donne envie, en fait, et qui montre aussi une autre réalité, qui est celle de personnes, en fait, de centaines de millions de personnes qui font, en fait, qui mettent en place des initiatives locales avec une pensée qui est globale, dans des domaines très variés. Donc voilà. Donc pour les médias, je parlais de pas de pollution visuelle avec des panneaux publicitaires qui encouragent la société de consommation. Voilà, de plus soutenir les multinationales capitalistes égale ne plus avoir leur publicité marchande sur nos écrans. Voilà, aussi. Des choses comme ça. Alors, au niveau de l'État, alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Alors, éventuellement, une personne qui représente le pays égale la présidente. Cette personne travaille dans un co-leadership en intelligence collective avec des professionnels. Ces professionnels sont experts dans leur domaine, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'économie, la communication, l'écologie, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est curieux parce que les ministres aujourd'hui, en fait, ne sont pas, enfin, entre guillemets, spécialistes du domaine dans lequel ils sont ministres. C'est assez curieux, en fait. C'est très curieux. Donc, ils partagent tous des valeurs de participation, d'empathie, de bienveillance et d'équité, sont libres d'esprit et ont conscience de l'urgence des enjeux sociaux, climatiques et écologiques. Ils sont passionnés par leur sujet et ils aiment les gens. Alors ça, encore une fois, c'est pas des détails, c'est les fondements, en fait. C'est être passionné par son sujet, déjà. C'est-à-dire, moi, je vois des gens qui vont parler, je vois Pierre Rabhi quand il parle de la permaculture, ou Céline Alvarez quand elle parle de l'éducation, on voit qu'il y a, c'est vraiment le truc de leur vie, quoi. Ils s'emparent du sujet et il y a une passion, voilà. Une passion, donc il y a une motivation intrinsèque. Donc forcément, pour moi, c'est des choses importantes. Et aimer les gens aussi, en fait, ne pas les mépriser. Quoi. Ça, c'est un petit peu aussi quelque chose qui est capital. Donc, alors, je continue de vous lire ce que j'ai écrit. Donc, ces professionnels ont des équipes en région, dans les départements et les villes. Ils travaillent directement avec les citoyens. Les assemblées participatives sont organisées. Tout le monde peut participer aux choix et décisions. Et enfin, je vous lis le dernier petit texte. La fin des élites dirigeantes. Les citoyens qui managent un projet global de société touchent des revenus normaux. Les actuelles élites dirigeantes, dans le domaine des médias, de la politique, de la justice, de la finance, des affaires, du show business, du star system, verront leur salaire drastiquement baisser, ainsi que leurs privilèges illégitimes abolis. Voilà. Donc là, on est vraiment clairement dans une perspective de lutte des classes, en fait, clairement. Ok. Alors, je vais lire vos questions. Alors, bonsoir Ariane, que penses-tu du mouvement La Maison des Citoyens lancé par Alexandre Jardin? Je trouve ça très bien. Je ne me suis pas encore vraiment... Enfin, j'ai vu, hein, j'ai un peu suivi l'histoire. Oui, je trouve ça génial. Je trouve que ça va complètement dans ce sens-là. Alors, basiquement, positionnement par rapport à la loi El Khomri. Mon positionnement par rapport à la loi El Khomri. J'ai pas vraiment de positionnement là-dessus, mais je pense que je suis quand même plutôt contre. Oui.
J'ai pas étudié, j'ai pas lu les lois, j'ai pas étudié le sujet. Mais effectivement, je pense bien que je suis contre. Mais moi, je pense que j'ai beaucoup d'amis qui sont encore dans qui sont communistes et qui sont dans cette tradition et qui vont tout le temps se positionner dans le refus et dans la lutte, en fait, qui sont dans la lutte. Et au lieu d'être dans la construction et dans le faire, en fait. Et je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie, en fait, à lutter contre. Ouais, alors je regarde un petit peu ce que... On perd beaucoup d'énergie à lutter contre, alors qu'on peut, en fait, au lieu de lutter contre, en fait, créer une alternative, en fait. Enfin, je veux dire, faire autrement, en fait. Et ne pas ouais, faire autrement. Si on est contre quelque chose, il suffit de le boycotter, en fait. Et on a le choix. Souvent, on a souvent le choix, en fait. Je pense. Ok, alors là, je vais continuer de regarder vos questions. Ok, il faut que je les trouve. Ok, donc ça, c'est les commentaires sur YouTube. Te sens-tu capable de faire ou d'apprendre à faire un discours présidentiel médiatisé en direct à la télévision le jour où, je l'espère pour toi, tu deviendrais présidente? Oui. Ouais, je me sens capable, oui. Oui, bien sûr, oui, complètement. Oui. Surtout devant une audience qui ne connaît aucun ou presque de ces sujets. Économie sociale et solidaire, pédagogie alternative, agriculture repensée, revenus de base et retraite alternative. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver les mots. En fait, je dirais que le sujet est tellement vaste, c'est-à-dire que ça... Enfin, le sujet, en fait, c'est pas qu'une histoire d'écologie, c'est pas qu'une histoire d'économie sociale et solidaire, c'est pas qu'une histoire de... Vous voyez, c'est très global, en fait. C'est une vision globale qui est à la fois au niveau, qui imprègne à la fois le sociétal, euh, le collectif, l'individuel, le développement personnel des personnes, les structures, les institutions, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de retranscrire de façon générale cette pensée-là, en fait. Mais oui, devant des personnes qui n'ont pas la moindre notion, en fait. Bon, après, il y a quand même des termes qui sont plus parlants que d'autres, mais ouais, bien sûr, je me sens capable. Ouais. C'est de l'entraînement, c'est du coaching, c'est des choses comme ça, effectivement. Et puis, c'est de la volonté aussi, effectivement. Ok, ben voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Enfin, il n'y a pas vraiment de questions à avoir, je pense, mais alors je sais pas si c'est aussi en direct sur YouTube, sur Facebook. Ok, mais sinon on va pouvoir. Enfin, de toute façon, tout ce que je développe, c'est pas moi personnellement qui le développe. Enfin, je veux dire, j'ai rien inventé. Hein. Enfin, ce que je développe, c'est porté par des millions de personnes en France. Et j'ai juste retranscrit, enfin même dans mon bouquin, j'ai fait que retranscrire une pensée que j'ai synthétisée en fait, qui s'imprègne partout et que beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à comprendre et à intégrer aussi.
quels moyens pourrais-tu employer pour emporter les personnes qui se tournent vers des parties plus classiques sans avoir connaissance de ces sujets? Quels moyens pourrais-tu employer? Connaissance de ces sujets, tu veux dire des sujets alternatifs, etc. Bonne question. Déjà, je pense que déjà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'elles se tournent vers des... Enfin, la question, c'est qu'est-ce qui va faire que des personnes vont se tourner soit vers la primaire.org ou vers je vais dire des initiatives hors des partis. Et qu'est-ce qui va faire que certaines personnes vont vouloir se tourner vers un vote plus classique, droite-gauche, etc. En fait, je pense que des personnes qui... c'est une guerre de l'attention qui est captée par les grands médias. Si on met... comment que dire En fait, tu me demandes comment faire pour que des personnes qui... En fait, déjà, il faut se dire qu'aujourd'hui, 100% des... Enfin, pas 100%, mais la plupart des personnes se tournent vers des partis traditionnels parce qu'il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, effectivement, il y a des alternatives. Donc, je pense que les personnes qui auront une pensée... comment faire passer ton message à d'autres personnes, oui. En fait, des personnes qui déjà votent à gauche, à droite, etc. En fait bon, cette sensibilité, ce que moi j'ai appelé les créatifs culturels, ce que certains appellent les milieux alternatifs, etc. Déjà, il faut savoir que c'est pas que ça se retrouve pas que à gauche, même à droite, notamment avec la question de l'entrepreneuriat, etc. Comment dire, c'est une pensée qui se répand partout, à droite comme à gauche. Comment faire passer ton message à d'autres personnes? Je pense que certains ils sont clairement sensibles et vont vouloir aller vers ça, tendre vers ça. Des personnes qui ne sont pas sensibles, comment est-ce qu'on les rend sensibles en fait? C'est ce que tu me demandes finalement, d'une certaine manière. Je pense que souvent, chez beaucoup de personnes, il y a une petite ouverture, des gens qui sont pas forcément complètement ouverts à ça, mais qui ont une petite ouverture, qui ne demandent qu'à être réveillés en fait. Parfois, ça va être juste visionner un film, lire un bouquin, voir une vidéo et le truc la connexion va se faire et ça va éveiller une petite flamme, je dirais. Mais après, des personnes qui sont complètement... En fait, je pense qu'il faut rassurer les gens. Je pense que, par exemple, des personnes qui ont une vision, qui se disent, eux, c'est des babacous ou quelque chose comme ça. Il faut les rassurer, en leur disant que non. Qu'il y a vraiment justement tout ce rapport comme je le disais, à l'entrepreneuriat, etc., que c'est pragmatique. Et montrer que ça marche, en fait. Montrer clairement, concrètement, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de vidéos dans mes articles Medium, de choses qui existent déjà et qui se font. Montrer en fait que ça marche et que concrètement c'est mieux. Enfin, il faut dire ce qui est. Les alternatives en fait vont vers un épanouissement en tout point des personnes en fait. Et donc, on s'aperçoit concrètement, enfin, je vois par exemple au niveau de l'éducation, on compare les résultats entre un système classique et un système alternatif. Enfin, les résultats prouvent que clairement, la question ne se pose même pas en fait, de savoir vers quoi on veut aller, vers quoi on va. Donc voilà, je pense,
pour répondre à ta question, voilà, montrer que ça marche, rassurer les personnes qui ont besoin d'être rassurées et ouvrir en fait des portes en fait. Moi, c'est pour ça que je me suis inscrite sur la primaire en fait. C'est vraiment pour porter une voix, une parole, une dynamique en fait qui est, enfin je veux dire, c'est l'avenir quoi. On va vers ça, enfin on va soit vers le chaos, soit vers ça quoi, clairement. Et aujourd'hui pour moi c'est important d'en avoir conscience en fait. C'est important d'en avoir conscience que de tout cet univers là que je développe, parce qu'on ne peut pas faire autrement, en fait, compte tenu de la situation actuelle. Alors, ta démarche est cohérente, tu contribues à faire passer ce message auprès d'un public pas forcément convaincu par ces alternatives. Comment ne pas se faire voler les concepts alternatifs? Je pense notamment aux revenus de base dont on parle beaucoup en ce moment, à gauche comme à droite, et qui viserait à supprimer les droits sociaux actuels. Oui. Alors, voler, quand tu parles de voler les concepts alternatifs, ça me fait penser à, là, je sais pas, je repense à Mélenchon qui est passé sur On n'est pas couché il n'y a pas très longtemps, et qui justement en fait parle en quelques mots, il a réussi à bien poser les mots sur surtout l'alternatif et effectivement même le revenu de base et tout, c'est vrai que c'est des choses qui sont appropriées, que s'approprient beaucoup de personnes, beaucoup de politiques aujourd'hui. Finalement, c'est pas plus mal. Hein. Donc, je pense que comment ne pas se faire voler les concepts alternatifs? Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est tout ce qui est le greenwashing, etc. C'est-à-dire, finalement, de se réapproprier les idées alternatives à des fins funestes, en fait. Enfin, à des fins hypocrites. Je ne vais pas dire funestes, mais hypocrites. C'est-à-dire répondre, voir qu'il y a une demande, et voir qu'il y a une demande dans la société, et oui, voilà, voilà, comme avec Emmanuel Macron, avec son mouvement En Marche. C'est-à-dire que là, il surfe sur une tendance, même avec l'entrepreneuriat social, etc. Bien sûr, c'est un marché, en fait, finalement. Il y a un marché à prendre. Il se l'est approprié, il y a un public. Et alors, comment ne pas faire en sorte qu'on soit rattrapé? Ça, j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse. Ça l'est de fait. Il noie l'ennemi en se réappropriant les concepts complètement. Et ça, c'est vraiment problématique parce que, après, voilà, je pense que les gens sont assez intelligents pour s'apercevoir aussi du truc fumeux, quoi. Clairement, là, je pense à Macron avec son truc En Marche, etc. Voilà. Donc après, c'est la responsabilité de... Oui, non, bien sûr, pas tout le monde, ouais. Mais après, voilà, on peut rien faire, quoi. En fait, je pense que voilà, je pense qu'on peut pas faire grand chose contre ça. En tout cas, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais par exemple, là, je repense à Mélenchon qui parle d'écologie, tout ça. Faut voir la vidéo qui a circulé, là, qui est vraiment pas mal. Je trouve ça bien parce que ça montre aussi que cette pensée, elle fait son chemin et qu'elle est entendue aussi à plus haut, dans des sphères plus hautes. Après, ce que je trouve curieux avec Mélenchon, c'est qu'en fait, il l'incarne pas. En fait. C'est-à-dire qu'il est dans cette culture communiste qui est vraiment, on va dire, qui est très liée finalement au XXe siècle, au siècle d'avant, au siècle d'avant, avec une culture guerrière quand même, avec une culture de la contestation et de la colère. Et du coup, c'est vrai que parler mais même dans les mouvements, même dans l'écologie politique, en fait, il y a ce rapport guerrier, en fait.
ce côté plus guerrier qui en fait n'est pas approprié à la pensée alternative. Mais en fait, toute cette pensée alternative, elle est quand même très empreinte d'un certain pacifisme, en fait, et d'une non-violence, en fait, je dirais. Donc c'est vrai que quand Mélenchon parle de tout ça, c'est vrai que ça sonne... il en parle avec sincérité, mais ça sonne un peu faux, dans le sens où il y a trop de... On n'est pas assez dans il y a trop de violence, en fait, trop de feu, en fait, je dirais. Et c'est vrai que c'est curieux. Voilà, ça sonne pas de la même façon que quand c'est, par exemple, je sais pas, Nicolas Hulot qui en parle. Voilà. Alors, je vais voir s'il y a d'autres réactions. Ok. Alors, envisages-tu un partenariat avec des collectifs scientifiques et sceptiques afin de rationaliser les prises de décision concernant les sujets pointus tels que la santé, l'éducation, la recherche? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, complètement. Donc, je vais te dire oui, Mathias. Nous sommes de manière plus large dans une économie de l'attention, Facebook, notification. Ok, je sais pas ce que tu veux dire. Quel nouveau droit pour les animaux exploités par l'industrie alimentaire? Oui, ça, effectivement, c'est un vrai problème. Oui, non, il y a un vrai problème au niveau des abattages, etc. Donc, bon, moi, ce que je prône, c'est effectivement, de toute façon, au niveau de toute façon, il va falloir aller, dans tous les cas, vers une alimentation qui sera beaucoup plus végétarienne. Je ne suis pas ce genre de personnes qui veulent imposer le végétarisme, etc. Je pense qu'il y a un vrai problème au niveau des abattages, etc., et du respect de la vie animale, etc. Des choses comme ça, qui sont très, très, très problématiques. En fait. Donc, oui, effectivement, ça, c'est un vrai sujet. Il faut savoir que, de toute façon, à un moment, il y a comment il s'appelle déjà, Émeric Caron qui a écrit un très beau livre qui s'appelle sur le végétarisme. Ça s'appelle No Steak, la prochaine phase de notre évolution. Effectivement, il faut réduire de toute façon. Il va falloir réduire notre consommation de viande. Déjà parce que, bon, je ne vais pas faire un cours d'alimentation, mais aujourd'hui, on a vraiment une prise de conscience sur la viande et sur le rapport. Bon, il faut savoir que la France, c'est une grande... en France, on est des grands consommateurs de viande. Il y a vraiment une éducation à la viande, etc. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus une conscience, une prise de conscience par rapport aux animaux. J'ai vu un film, là, il n'y a pas très longtemps, qui parle de ça, qui est passionnant. Qui s'appelle Belle et perdue. C'est un film italien, donc le titre est en italien. Et en fait, c'est le film, et c'est le regard en fait d'un. Attendez, je me parle. Oui, c'est le regard en fait d'une vache, enfin d'un petit buffle qui va. C'est la vie d'un buffle en fait, il va se faire. Qui va vers la mort en fait. Et on suit en fait ses réflexions depuis son regard, et c'était vachement intéressant. Bon, là, c'est un débat philosophique, hein, mais quelle place en fait pour les animaux aujourd'hui? Aujourd'hui, dans l'univers, dans l'écosystème vegan, on dit pas c'est que manges-tu, mais qui manges-tu? Donc c'est vrai que voilà, il y a un vrai questionnement là-dessus. Il faut savoir quand même que la viande,
c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, c'est des aliments lourds, on mange mort en fait. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi sur l'alimentation. Et voilà. Donc ça c'est tout un sujet aussi. Donc voilà, moi, en 2 mots, je défends plus effectivement, une prise de conscience aussi, de réduire drastiquement le plus possible les consommations de viande, etc. Et un vrai respect aussi tuer avec respect, c'est un petit peu un non-sens. Enfin, c'est pas un non-sens, mais c'est toujours curieux de dire ça, tuer avec respect. Au final, la mort est quand même là, quoi. Mais effectivement, c'est juste pas possible, quoi. Ce qui se passe au niveau des abattages et de la condition animale, quoi. C'est pas possible. Même au niveau des poissons et de. En fait, on est en train de tuer les. Faut savoir, au niveau des poissons, on est en train de dérégler complètement l'écosystème marin. Il faut lire un petit peu Paul Watson, qui a écrit un livre dernièrement qui s'appelle Si l'océan meurt, nous mourrons. Et je veux dire, c'est inévitable en fait. C'est réduire sa consommation animale. Aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. C'est pas encore une nécessité. Enfin, je veux dire, c'est une nécessité aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais d'ici 50 ans, enfin, je veux dire, ce sera une énorme problématique, quoi. Alors, je vais lire vos questions. Ouais, Bernard Stiegler, oui, je connais un petit peu, oui. La captation de l'attention par les technologies. Ah oui, oui, oui. Ouais. Es-tu une adepte de l'alimentation vivante, Irène Grosjean? Une adepte, je me suis beaucoup intéressée à ça, oui, c'est très intéressant sur le crudivorisme, etc. Est-ce que je suis une adepte? Je ne sais pas ce que tu entends par adepte, mais j'y suis sensible et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et oui, 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 ça m'intéresse et je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'elle développe et là-dedans, ouais, effectivement. Ok. Ok, alors, cette lampe est en train de tomber. Ok, bah voilà. Je regarde si. Alors, je vois qu'on a beaucoup de points communs malgré notre différence d'âge. Oui, c'est possible. Oui, bah, c'est pas du tout une question d'âge. C'est vrai que tout ce sujet de l'alternative, en fait, aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale, notamment au niveau des jeunes générations. Clairement, d'ici, s'il n'y a plus de questions, tu peux clore. Okay. Je vais terminer là-dessus. Il y a une prise de conscience au niveau des. Enfin, aujourd'hui, les jeunes qui naissent maintenant, là, dans ces années-là, vont être complètement imbibés en fait de cette culture alternative. Moi, j'ai 24 ans, je vois. Enfin, la plupart beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes de mon âge que je connais, sont complètement en fait imbibés de cette culture qui replace l'humain et les différents écosystèmes au centre. Voilà, au centre en fait. Et la recherche personnelle aussi, et la culture, l'art, et la créativité, la pensée, les sciences, je sais pas, tout ce qui fait que l'humanité est belle et vaut le coup, et des choses comme ça. Donc, moi, je pense que, enfin, je veux dire, d'ici 50 ans, ce sera impossible d'avoir des gouvernements qui ne soient pas. Enfin, je ne peux pas concevoir que des gens de mon âge aujourd'hui puissent, dans 20-30 ans, être des dirigeants qui n'ont aucune conscience, en fait.
ça me paraît, enfin que par exemple les personnes, ça demande de la remise en question permanente pour les générations précédentes, ça demande d'écouter les propositions de tous, jeunes compris, et c'est bon. Oui, en fait, toute cette contre-culture, enfin, toute cette culture alternative, elle est très inspirée aussi des mouvements hippies qu'on a pu vivre, enfin, que certains ont pu vivre dans les années 60, 70. C'est vrai que dans les années 60-70, on a eu un vrai boom, en fait. On a eu un boom au niveau de la conscience de l'écologie et de l'humain, de la solidarité, des choses comme ça. Le problème, c'est que, bon, effectivement, aujourd'hui, quand on pense aux hippies, on ne pense pas du tout à des entrepreneurs, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas... que cette pensée hippie, en fait, n'était pas prise au sérieux aussi, peut-être à l'époque, parce qu'il manquait finalement cet enracinement, peut-être, dans l'économie, en fait. Et donc, des gens aujourd'hui qui ont 50, 60 ans, 70 ans, sont empreints aussi de cette culture, notamment avec le bio, avec des choses comme ça. C'est une pensée qui, voilà, dans les années 70, il y a eu toute la contre-culture. C'est une pensée qui a fait son chemin, en fait. Ça a pris plusieurs décennies. Ça a fait son chemin et dans les années 90, on a vraiment eu, avec Internet qui s'est développé, avec les nouvelles technologies, avec les médias qui se sont développés, on a eu un boom, en fait, une sorte de boom, une explosion de l'intérêt pour le Made in France, pour le durable, le équitable, le bio, etc. Et depuis quelques années, ça ne cesse de prendre de l'ampleur, en fait. En 2007, en France, on a eu une enquête française sur les créatifs culturels. Donc, les créatifs culturels, en 2 mots, ce sont donc toutes ces personnes qui développent alternatives, etc., en lien aussi avec le développement personnel, avec la spiritualité aussi, au sens large, vraiment. Et en fait, les créatifs culturels en France, en 2006, ça représentait 17% de la population. On est en 2016, donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 10 ans. Ça fait 10 ans que cette enquête est sortie. Donc je dirais qu'en 10 ans, on doit être aujourd'hui à peu près à aller 25% à peu près, je dirais, de personnes qui sont justement dans cette prise de conscience à la fois individuelle et collective. Donc effectivement, ça prend de l'ampleur et ça touche en fait des gens de tout âge, en fait. Beaucoup de gens en fait qui vont avoir aussi un burn-out, qui ne vont plus pouvoir en fait supporter le monde du travail aussi. C'est très lié au travail aussi, hein, toute cette histoire. Et qui vont aller en fait qui vont vouloir autre chose en fait. Vraiment, l'idée c'est reprendre en main sa vie et faire de sa vie. Enfin, c'est faire de sa vie une œuvre d'art. Enfin, une œuvre d'art au sens vivre sa vie en fait, la vie qui est la sienne, devenir entrepreneur de sa vie. Pour moi, cette parole-là, en fait, pour moi, elle est politique, clairement. Et beaucoup de personnes, quand on leur dit ça, dans un sens politique, ça les fait rire, quoi. Mais non, en fait, c'est le vrai problème. Pour moi, ma vision pour moi, la politique, c'est vraiment un questionnement, en fait, avant tout, philosophique, au sens que qu'est-ce qu'on veut, en fait, concrètement, ici et maintenant, pour
pour nous-mêmes déjà et pour le collectif en fait. Et ça se rapproche beaucoup de... Aujourd'hui, on se rend compte en fait que l'individu et le collectif, enfin, que la transformation personnelle, c'est-à-dire nous, elle est complètement liée à la transformation collective en fait. Et donc aux politiques en fait, clairement, donc à la chose politique. Donc voilà, c'est ça qui est beau aussi de voir, c'est que finalement le sens grec de la police, le sens grec de l'étymologie de politique, la police de la cité en fait, la gestion de la cité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on construit collectivement, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie de tous les jours. Enfin, clairement, il s'agit de comment on invente sa vie. Moi, j'ai une approche aussi, je dirais, entrepreneuriale, parce que bon, moi-même, je me situe plus au niveau, je dirais, au niveau intellectuel, au niveau philosophique. J'ai une vision de la politique qui est à la fois philosophique, c'est-à-dire réfléchir en fait un petit peu au fondement. Qu'est-ce qui est bon en fait pour chaque personne au niveau pris dans un contexte, je dirais, collectif, mais aussi je l'aborde aussi en tant avec mon regard d'entrepreneuse en fait, c'est-à-dire bon, savoir que je développe un projet d'entrepreneuriat social qui s'appelle Un monde réenchanté. L'idée c'est de mettre en relation des projets en fait alternatifs, écolos, solidaires partout dans le monde, avec des mécènes et aussi avec des volontaires qui vont venir en fait, si vous voulez, donc moi en fait je vais faire un tour du monde à la rencontre de projets. On leur apporte des financements grâce à des mécènes qui vont faire des donations, mais aussi des volontaires qui vont venir en fait s'engager sur des projets pour vivre une expérience de transformation personnelle, mais aussi trouver en fait finalement leur voie et devenir des entrepreneurs sociaux. Donc, si vous voulez, moi j'aborde ça aussi, la primaire, je l'aborde aussi beaucoup avec un regard d'entrepreneur, c'est-à-dire concrètement, ici, là, qu'est-ce qu'on construit en fait? Qu'est-ce qu'on crée? Et c'est quelque chose qui est. Enfin, des fois, je marche dans la rue et je me dis, qu'est-ce qu'on peut modifier là, ici et maintenant, physiquement, pour qu'on puisse en fait recréer du lien et pour que les gens se sentent mieux et se développent leur imagination et leur capacité à créer, etc. Donc pour moi, en fait, c'est des choses très pratico-pratiques, en fait. On existe, les individus, ils existent au niveau local, donc je veux dire, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on choisit, en fait, à échelle nationale, de transformer dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, concrètement, et qu'est-ce qu'on choisit de faire très concrètement pour changer la vie des gens, en fait. C'est vraiment ça de ça dont il s'agit. Et je serais incapable de vous parler de dette ou de finances publiques, etc. J'en suis incapable parce que c'est pas mes références. Voilà. Donc je dirais c'est une approche plus pragmatique et philosophique de la politique que j'aborde. Voilà. Ok, bon, on va clôturer quand même, ça fait quand même 2 heures déjà. Bon, bah voilà, écoutez, c'était une première pour moi. Merci, merci à vous. C'était une première. J'espère que ton message va arriver aux oreilles des 25% de créatifs culturels. Ah bah oui, c'est vrai, ce serait une belle... Bah oui, parce que 25%, c'est quand même... En fait, il y a une théorie qui explique que voilà, quand on atteint... En fait, une minorité peut faire basculer... en fait. C'est quand on atteint une certaine masse critique, et ben, il y a un moment où
où une petite minorité peut faire tout basculer. Et là, je pense que on arrive vraiment à un point de basculement. Je pense que dans les mois prochains, on est arrivé à un niveau de conscience. Pour moi, il faut savoir que j'ai une approche spirituelle aussi du monde, de la vie, etc. Je pense que oui, vraiment, on arrive à un point de basculement et je pense que là, en 2017, il va se passer pas mal de choses dans les années, dans les proches mois. Bon, je suis pas voyante, hein, mais effectivement, ça va beaucoup bouger parce que cette masse critique qui fait qu'on va basculer vers autre chose est en train d'arriver. Ça, c'est, enfin, je suis beaucoup en contact, enfin, bon, tout cet univers-là dans lequel je suis, hein, comment dire, c'est tout mon univers, ça fait un moment que je suis là-dedans et voilà, j'ai écrit le bouquin aussi, donc je dirais, ce qui fait ma force là-dedans, c'est que j'ai une bonne connaissance en fait du sujet sur à des niveaux différents, je dirais. J'ai une connaissance globale générale et une approche aussi de terrain. C'est-à-dire des créatifs culturels, j'en rencontre tous les jours, tout le temps, chaque seconde. Et je vois aussi comment ça évolue, je vois sur Facebook, je vois dans les médias comment c'est relayé, comment est-ce qu'on parle de tout ça. Et effectivement, avec Internet, ça prend une ampleur qui est très grande et il faut s'attendre à avoir beaucoup de surprises euh, au niveau politique. Je pense que on peut avoir beaucoup de surprises et faut savoir que voilà, soit on va vers une révolution douce, non violente, tranquille, culturelle. C'est une révolution culturelle en fait. C'est vraiment ça. On sort en fait d'une vision machiniste, déshumanisée, capitaliste. Enfin, quand je dis capitaliste, c'est capitaliste au sens négatif du terme. Il ne faut pas croire que le capitalisme c'est forcément toujours mauvais. C'est pas le cas. On sort en fait du désenchantement du monde, ce que Max Weber appelle le désenchantement du monde, qui a eu son éclosion finalement au 19e siècle avec l'économie de marché, etc. On sort progressivement à grande vitesse, on sort de ça et on va vraiment vers un réenchantement du monde. C'est vraiment de ça dont il s'agit, avec une nouvelle vision collective du monde, qui sont concrètes, qui sont applicables ici et maintenant. Et soit on va vers une révolution culturelle qui va se faire naturellement, c'est-à-dire que ben voilà, on va avoir du bio à Auchan parce que justement il y a une demande, des choses comme ça. Soit on va aller vers un rapport de force. Et les dirigeantes ne vont pas vouloir lâcher l'affaire, vont vouloir garder le pouvoir. C'est ça, c'est une histoire de pouvoir. Hein. C'est en gros, est-ce que individuellement, est-ce qu'on est capable, nous-mêmes, au niveau personnel, au niveau de notre travail, de notre famille, est-ce qu'on est capable de lâcher le pouvoir, enfin, le pouvoir au sens négatif du terme, c'est-à-dire le pouvoir égotique, en fait. Faut savoir que c'est ça qui dirige, enfin, je vous apprends rien, c'est ça qui dirige le monde aujourd'hui. C'est des personnes comme ça qui sont dans la domination, dans le rapport de domination. Donc, cette nouvelle société, elle va justement vers on veut sortir des rapports de domination. Chaque personne est leader de sa propre vie. Chaque personne a son leadership personnel et chaque personne est créatrice. Et donc, finalement, ce discours-là, il est révolutionnaire dans le sens où il va complètement à l'encontre du système pyramidal d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va être capable d'aller vers une révolution culturelle où on va passer du coopératif vers des relations de coopération naturellement, ou est-ce qu'on va finalement vivre un rapport de force avec les élites dirigeantes qui vont ne pas vouloir lâcher le truc et finalement
vont résister en fait, finalement. Donc ça, c'est la grande question. En tout cas, j'espère que ce sera plutôt révolution culturelle plutôt douce. Parce que c'est vrai que l'alternative, bon aussi, il y a l'enjeu écologique hein, qui est là. Enfin, il faut quand même savoir que d'ici 2050, déjà des ressources comme le pétrole, enfin, ce sera terminé. Donc il va y avoir de vrais problèmes, même par rapport au climat, il va y avoir de vrais problèmes de migration, en fait, des personnes ont des migrations en fait, climatiques et des choses comme ça qui vont créer en fait le chaos. Et ça, si c'est pas pris en compte, eh ben, c'est la catastrophe, quoi, clairement. Donc on est vraiment à la jonction entre deux mondes où on a vraiment un monde ancien qui vraiment se meurt avec une violence terrible et un nouveau monde qui arrive et qui tarde à apparaître clairement. Et c'est vrai que la bascule est parfois est pas toujours et pas forcément l'accouchement est pas forcément facile, on va dire. Voilà, alors je crois qu'on a ok, ben voilà, ben, comme je le disais, voilà, ça y est, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intérêt. Et vous pouvez voilà, retrouver toutes mes activités, ce que je fais, tout ça sur mon site internet, donc arianevitalis.com. Et au plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Et voilà. Merci, bravo, merci à vous. Allez, au revoir. Merci.